Amoureux du livre, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce numéro de votre émission Parole au texte. Kalachnikov Blue de Sundiata est le roman que nous allons lire aujourd'hui. Qui est Sundiata? De son vrai nom Soumaïla Koli, Sundiata est un franco-guinéen né en 1971 à Paris. Écrivain, musicien, cinéaste, il est titulaire d'un DES Direction artistique de projets culturels. Producteur, auteur, compositeur et interprète de 3 albums de hip-hop, Rédemption en 1997, Liste Noire en 1999, Identité en 2005 et du LP de 6 titres Le Tiers-Monde en 1998. Sa carrière de réalisateur a débuté avec le court-métrage Gao en 2002, puis les longs-métrages documentaires Identité en 2004 et Colonialisme en 2006. Il est également administrateur du lieu de fabrique artistique La Chapelle à Montpellier. Passons à la 4e de couverture. Sur les rives du Zali, la rivière qui traverse Nzérékoré, le commissaire Doré Dynamite que le hasard a fait bosseur olympique dans un passé récent, patriotique, coule ses journées à baffrer des bananes plantains, à roupiller à baffrer la multitude de piéteurs de sa ville, dans l'espoir d'un avis encore plus menteur que la vérité. Mais que pèse-t-il dans les tours de passe-passe orchestrés par les multinationales et les politiques de ce pays béni des dieux, au sous-sol plus que riche de minerais nécessaires à son développement? Entre torpeurs et brèves de maquis au détour d'une bière frelatée, entre complots cossus dans les salons des puissants et sordides d'assassinats, dans les ruelles démocratiques, Sundiata signe ici son premier polar drôle, grinçant, accepte sur un pays pris dans la nasse de la France-Afrique, entre les petits vols des moins que rien et les scandales inépuisables des affaires africaines. Découvrons le contenu de notre roman, Kalachnikov Blue, avec quelques extraits que je vous invite à suivre. Ne vous inquiétez pas, c'est juste la première fois que c'est douloureux, ensuite on s'y habitue. Ah, si c'est le cul de la chicotte de Doré pouvait parler, elle livrait l'histoire secrète de la Guinée forestière. Mais aujourd'hui, il doutait de la pertinence de sa mission. Les autorités n'étaient pas préoccupées que par le sort des conacriotes et la fameuse décentralisation claironnée à grand renfort de publicité n'était qu'un vœu pieux. Tout le monde complotait comme une constellation de scolopendres. Voir les cancrelats de la ville s'agiter devant la pharmacie Rouo lui donnait l'envie d'ébercuter. Il avait transformé son bureau en un mur de lamentation que la moiteur ambiante rendait insupportable. Il se résolut à prendre l'air. En ouvrant la porte, il remarqua une pied avec mots. Demain jour J aéroport à 2h du matin. Son sang ne fit qu'un tour. Les échoppes défilèrent. Dérisoires, les flammes dansantes des lampes tempêtes faisaient leur apparition comme des colliers d'ivoire. Les roues mordaient la piste avec rage. Il n'y avait pas de temps à perdre, il fallait qu'il opère ce repli tactique. C'était une étape incontournable dans la conjoncture actuelle. Les pièces d'un drame se mettaient en place dans l'omerta la plus totale. La disparition de confort s'expliquait maintenant. Il avait sous-estimé son intelligence. La prostituée devrait être à l'abri quelque part, mais fuir lui, il ne le pouvait pas. Il avait prêté serment de défendre ses concitoyens, et il n'avait qu'une seule parole, aussi dérisoire fut-elle. L'honneur, c'est tout ce qui restait quand on avait tout perdu. La courdice n'était pas dans sa nature. Il allait se préparer à l'ultime attaque. Si eux avaient pour eux l'argent et la technologie des fautés, lui allait trouver les ressources nécessaires pour organiser la résistance. La mobilette dévalait la piste pour s'enfoncer dans l'arrière-pays. L'autorité y régnait sans partage, c'était le cœur profond de la Guinée forestière. Une enclave autarcique qui se protégeait des agressions de la lèpre urbaine. Les plantes exhalaient un parfum de fraîcheur qui galvanisait l'eau dorée. Il se sentait proche du but. La vitesse de l'émotion lui faisait avaler les moucherons et les éphémères qui croisaient son passage. Il prit l'ultime virage qui menait à Kaya, puis déboucha sur l'allée centrale à toute allure. Le bruit rompit le sommeil du village. En route, il descendit de la mobilette qui poursuivit sa trajectoire pour aller buter sur une baie. Il courut de toute la puissance de ses jambes torses pour atteindre la massue qui se trouvait à quelques enclavures de là. Goma Tokpa. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que tout Paya sache que tu es venu me rendre visite ou quoi? Goma, l'heure est grave. Avec toi, l'heure est toujours grave. Assieds-toi, je vais te faire déguster ma dernière production.
Goma Tokpa était très friand de vin de palme qu'il aimait partager avec ses convives. Goma, je n'ai pas le temps. Eh bien, tu vas le prendre. Il sortit une dame, Jean, qui contenait un breuvage. Goûte-moi ça, mon commissaire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pu s'asseoir pour croquer un peu de cola. Le godoré doré qui suit à grosses gouttes se serait bien passé de ses salamalek, mais il savait que c'était le seul moyen d'obtenir ce qu'il voulait. Goma Tokpa disparut dans la case et revint avec un plat qui contenait de la viande boucanée. J'ai gardé un peu de porc épic. Avec l'abattage intensif du bois, bientôt il n'y aura plus de gibier. Prends-en un peu, ça te changera de la nourriture poussiéreuse de Nzérékoré. Si ça se trouve, c'est peut-être la dernière fois que tu auras l'occasion de manger de la viande de brousse, dit-il, avec un air malicieux. Doré prit un morceau qu'il goûta juste pour le principe. La cause folle lui avait coupé l'appétit. Il était impatient de rentrer dans le vif du sujet, de lui dire le péril qui planait sur la région. Mais Goma Tokpa jouait les prolongations. Pour qu'elle viande soit tendre, il faut pas la laisser cuire trop longtemps et après il faut la laisser sécher avec du sel. Toutes ces paroles lui paraissaient saugrenues. Le pays était au bord de la guerre civile et lui voulait lui faire partager ses talents culinaires. Goma Tokpa. Doré, je sais ce qui t'amène chez moi, dit-il calmement. Comme tu le sais, la nuit est la meilleure conseillère. J'ai tout préparé avant, finissons nos verres. Rien de grand ne s'est fait dans la précipitation. Les épaules de Logodoré s'affaissaient de soulagement. Il se savait en de bonnes mains. La nuit de jet vibrait de miaulements des chats par la grue. Outre-tombe, les ancêtres scandaient la geste des peuples de l'ultime sud. Un long rayon camailleux s'élevait de la Sile jusqu'au croissant de lune porté par les forces telluriques de l'Afrique. Le dénouement était imminent et les forces occultes en étaient convaincues. Les manipulaires s'étaient enduits d'enguiants protecteurs. À l'ombre des rogniers à l'écorce virile, des abus éthiques virevoltaient sous les bourrasques du vent de l'histoire. Chaque essence, chaque fougère, chaque liane bruissait de la tension qu'ils charriaient. Les tilapias de la rivière sacrée s'étaient parés de leurs écailles d'apparat. Tout ce tourbillon d'énergie magnétique précédait les augures et leurs avatars. La nuit allait être mouvementée, place au plagiat. Le cargo atterrit à l'aéroport de Nzérékoré. Toute la lie de la ville fourmillait sur le bout de terrain qui servait de piste. Sur le côté, Yatara communiquait avec un téléphone satellitaire. L'homme blanc était également là à donner des ordres véhéments comme un satrape. L'heure était grave. Il avait choisi l'obscurité pour ne pas réveiller les soupçons de la population. L'avion arrêta sa course à la hauteur d'une jeep. Sur la passerelle, la carrure imposante de Goldorak apparut. Il semblait dans son élément. Les Ukrainiens déchargeaient les caisses de Kalachnikov sur le tarmac. Goldorak ordonna aux mercenaires de distribuer les armes aux délinquants qui s'étaient rapprochés. Il fit l'accolade à l'homme à la grosse cylindrée à Yatara. Comment se présente la situation ici? Ça marche comme sur des roulettes, dit l'homme à la grosse cylindrée. Sani Camara s'était envolé pour le sommet de l'Union africaine à Durban et la 5e colonne est prête à se mettre en branle vers le camp Alpha Yaya et les différents points stratégiques, ajouta Yatara. Et à Nzérékoré, comment vous évaluez la résistance? Elle est inexistante. La ville est privée d'électricité depuis des lustres et les quelques gars costauds qui pourraient nous donner du fil à retordre sont déjà avec nous. Il faudra tout de même agir avec un minimum de casse. Avec les ONG qui fleurissent dans les parages, ça donnerait une mauvaise image de notre mouvement. Ça pourrait faire fuir nos partenaires. Déjà qu'ils étaient prêts à retirer leurs billets, dit Goldorak. Il avait à sa ceinture un pistolet à crosse d'ivoire qu'il avait reçu de l'ambassadeur de Corée du Nord à Paris de la part de Kim Il-sung. Est-ce que vos gars sont fiables? Il ne faut pas qu'on se retrouve entouré de pillards. Ils seront fiables tant qu'on leur filera du fric. Si le blé venait à manquer, je crois que ce sera la fin du tout. Goldorak remit à la tête de désappointement. Il fit signe à un mercenaire sud-africain de s'approcher. Je vous présente le sergent John Dingane à qui j'ai fait appel pour son expérience de la guérilla. L'homme de la grande taille avec une barbe qui n'était pas sans rappeler John Simviba fit un salut militaire à Yatara et à son comparse puis se retira pour aller organiser les recrues. Dingane a fait ses classes dans l'armée sud-africaine. C'étaient les nègres qui combattaient l'ANC pour le compte
du pouvoir sud-africain. Avec l'avènement de l'ère Mandela, il s'est reconverti dans le business des armes privées. Au moins, il a de l'expérience. J'espère que tout cela ne va pas coûter trop cher. Lui, c'est simple, il est payé 20 000 € par mois et en cas de succès, il a demandé un intéressement à la Sogifor et à l'extraction des diamants. Motus bouche cousue sur le pétrole, sinon on va avoir droit à un autre round de négociations. Non, on n'a plus le temps, il faut passer à l'action. Quand est-ce que Barry Salut arrive en Guinée? Demanda l'homme à la grosse cylindrée. Après l'offensive et la pacification, dès qu'on aura sécurisé le périmètre, il pourra venir prendre le pouvoir. Nos partenaires américains préfèrent attendre de voir l'évolution de la situation avant d'abattre la carte Barry. Vous imaginez bien qu'ils ne vont pas se mouiller au stade actuel du mouvement alors qu'ils essaient de faire juger Charlie Taylor au tribunal pénal international pour la Sierra Leone. Tout ça, c'est du bluff. Le sergent Digani arriva d'un pas martial. C'est ok, on peut progresser vers la ville. J'ai passé en revue les recrues, c'est du menu frétin, mais en l'état actuel de l'opération, on n'a plus de temps si on veut être synchro avec la colonne de Conakry. Je n'ai pas confiance en ces gars. Ils sont capables de déguerpir au moindre coup de feu, mais bon, si on veut pouvoir faire la jonction, il faut y aller. Le doré à plat ventre dans l'un des nombreux nids de poules qui essaimaient la piste ne perdait pas une bribe de conciliabule. Il avait déployé ses hommes aux 4 points cardinaux en leur donnant ordre de mettre de l'essence autour de l'aérodrome. Ils étaient armés de Marfa. Les longues pénuries auxquelles la Guinée avait dû faire face avaient développé le génie créateur populaire. La RIC était devenue un art de vivre. Goma Tokpa avait créé cette arme redoutable qui était le Marfa. Il avait assemblé des pièces de Kalachnikov, des bois de conserve et les fameux fils électriques des inutiles poteaux de la ville. Ce combat sera le premier test grandeur nature. Laisse comme un chat, le Godoré doré se déplaça vers l'arrière de l'avion où il avait repéré un mercenaire en faction. Son visage grimé avec les décoctions à base de kaolin que lui avait donné Goma Tokpa exprimait la détermination du juste. Il avait enfilé sa tenue initiatique. C'était une tunique rouge et noire en forme de chasuble ornée de miroirs. Elle lui insufflait une puissance surnaturelle. Au moment où il fut à proximité de la sentinelle, il imita le cri de l'agouti, ce qui provoqua la stupeur du soldat. Passé l'effet de surprise, celui-ci fit place, mais Doré Spenja avait déjà préparé sa botte secrète. Le mercenaire n'eut pas le temps d'amener sa Kalachnikov qu'il reçut du sable dans les yeux et se retrouva les 4 fers en l'air. Doré lui avait saisi les jambes au niveau des genoux et l'avait assommé d'un coup de tête au-dessus des sunisses. Il s'infiltra dans l'avion en direction du cockpit où 2 hommes plaisantaient en ne criant rien. Ami de parole au test, c'était Kalachnikov Blue de Sundiata, un écrivain franco-guinéen. Merci pour votre fidélité. Ce roman est disponible dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa de Cotonou. On se retrouve bientôt pour notre numéro de votre émission Parole au test. Bye bye.